IA et Star Talent annoncent-ils la fin du métier de comédien de doublage? C'est en compagnie d'Adeline Chetaille, comédienne spécialisée cumulant plus de 30 ans de carrière, que nous allons tenter d'y répondre. En retraçant son parcours depuis ses 7 ans, nous verrons en Adeline une comédienne passionnée, une voix pleine d'anecdotes et surtout une personne déterminée à faire bouger les choses. Bref, je vous laisse découvrir tout cela dans le 25e chapitre de Pain sur la planche. Bonjour Adeline. Bonjour Charles. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, moi je suis super content, merci de me recevoir. Avec plaisir. Bon, j'ai pas trop eu le choix, mais... Ouais, j'avoue, j'ai un peu forcé la main. J'étais là voir à la Japan Expo, je me suis mis à genoux et tout pour supplier. Non, il s'est roulé par terre. Ouais, c'était terrible. Donc j'ai eu pitié et voilà. C'est hyper gentil d'avoir eu pitié. Non, on est dans les studios de Maxime qui m'a beaucoup aidé là pour mettre en place la caméra. C'est pour ça qu'il y a une meilleure image que d'habitude. Wow. Donc, merci à Maxime, enfin à Sora, pardon. On peut l'appeler Sora. On peut l'appeler Maxime, c'est comme tu veux. Qui sont des super studios que tu as aménagés. Que j'ai aidé à aménager. Voilà, Et... c'est pas moi toute seule, mais j'ai eu pas mal d'idées. On a pris un décorateur d'intérieur et on a fait tout ce studio où lui peut travailler, voilà, pour son métier de youtubeur. Et bah, il est hyper stylé. Ouais. Beau travail. Merci. Avant qu'on aille plus loin dans les divagations, je te propose de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je ne sais pas moi si je dois t'appeler Adeline ou Marie-Margaret. Marguerite? Margaret? Marie-Marguerite. Marie-Marguerite, pardon. Marie-Marguerite, oui, c'est mignon. Alors, je m'appelle Adeline, tu peux m'appeler Adeline. Je m'appelle Adeline Chetaille, je suis comédienne spécialisée dans le doublage de voix. À l'heure actuelle, on peut dire doubleuse de voix maintenant, je pense. C'est accepté. C'est accepté, voilà, c'est validé, puisque c'est un métier qui est maintenant un peu plus connu, et on est moins obligé d'expliquer qu'on est comédien, qu'on fait pas forcément que des voix, voilà, machin. Moi, je fais que des voix, donc vraiment, je suis une doubleuse, on peut dire ça comme ça. Et je travaille depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Donc, on a pu m'écouter dans pas mal de choses. Et ce qui est rigolo, ce que j'aime bien faire, c'est trouver un petit peu, selon les personnes que j'ai en face de moi, qu'est-ce qui pourrait être ce qu'ils ont regardé, ce qu'ils ont entendu, et essayer de deviner en fait où est-ce qu'ils m'ont rencontré, où est-ce que je les ai marqués. Okay. Donc selon l'âge des personnes, selon un petit peu leur, je sais pas, je me fais un peu des stéréotypes parfois, mais je me dis est-ce que tu aimes par exemple, toi je pourrais dire t'aimes le manga? C'est possible. Et tu m'as entendu dans Spy Family par exemple. Et même sur Bambi. Oui, oui. Mon tout premier film, c'était Bambi. J'ai fait Forrest Gump aussi. Il y a eu Ma famille d'abord. J'essaie de retracer chronologiquement. Il y a eu Claire dans Ma famille d'abord. Il y a eu comme ça, Amalia. Il y aura pas les wow, c'est elle qui a fait ça. Ouais. Après, je peux éviter de le dire, ou tu peux peut-être couper au montage. Non, tu peux dire. Tu fais du montage. Je fais un peu de montage, mais en fait, je coupe pas de paroles. C'est plus si, par exemple, s'il y a un moment donné où je bégaye trop et que j'ai un peu honte, tu vois, ou des choses comme ça. Mais en vrai, je fais pas trop de principaux. Ou est-ce que tu préfères Moi, je préfère qu'on les... Alors, je vais en dire quelques-uns. Ok. Zelda. Oui. Hyper stylé. Ouais, très stylée. Un de tes préférés? La plus stylée, je pense. Ouais. En tout cas, la plus populaire. La plus mythique. La plus mythique. Ouais. C'est ça, dans l'esprit. Ellie. Ouais, Ellie de The Last of Us. La plus marquante. La plus... Ouais, je pense que c'est pour celle... moi, en tout cas, ouais. Ce que tu disais, je le dis aussi tout de suite, comme ça sera fait. J'ai beaucoup pris sur l'interview de Zach Nani pour avoir des infos sur toi, parce que je trouve elle est hyper complète et hyper bien faite. Là, on va essayer de l'axer un peu plus sur tout ce qui va être animé, ce genre de choses. Avec plaisir. Mais comme ça, on le sait. Ellie. Ouais. Vanessa, dans... Vanessa Hudgens, dans High School Musical. Ouais. Incroyable. Et tous ses films depuis. Et tous ces films, elle en a fait beaucoup. Et ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne après, mais sur le fait que finalement... quand t'es comédien de doublage, tu peux aller sur tout type de rôle, quoi. Et elle en a fait beaucoup des rôles différents. Oui. Et ça, c'est hyper dans stylé. La limite de sa tessiture de voix ou de son physique. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Sa carrière est intéressante parce que elle n'a pas fait que du Disney ou du téléfilm de Noël. Elle en a fait, bien sûr, mais elle a fait aussi de la comédie musicale, elle a fait du thriller, elle a fait des trucs complètement un peu auteur, voilà, donc ouais. Et c'est pour ça c'est hyper stylé, et tu vois, que toi aussi t'aies pu faire cette variété de doublage, mais ce qui est plus normal, je pense aussi dans le doublage, je trouve ça hyper stylé. Sans citer ceux dans les animés, il y a d'autres grosses voix comme ça que j'aurais oublié. Il y a des studios Ghibli. Ouais, mais c'est animé ça. Oui. C'est film d'animation. Hors animé, tu veux dire? Ouais. Hors animé, il y a une tonne de séries. Il y a Desperate Housewives, où je fais Dylan Mayfair. C'est la fille de la deuxième rousse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Walking Dead avec Rosita. Ça, c'est en série.
Écoute, Après, sinon, il y a on peut plein de inviter à choses. aller sur ton site. Il y a tout sur ton site. Sur mon site. Alors oui, il y a Wikipédia par exemple, mais c'est vraiment le bazar. Franchement, pour reconnaître quelque chose, c'est compliqué. Et puis il y a des gens qui mettent des trucs, parfois c'est pas moi. Ou bien t'as fait genre non, même c'est même pas toi du tout. Alors parfois c'est pas moi, parfois je m'en rappelle pas du tout, parfois c'est un tout petit rôle. Et en fait, les gens aiment bien mettre, même si c'est un tout petit rôle, mais alors là, si on commence par là, ça fait vraiment 30 ans que je travaille. Donc, il y en a beaucoup. Sur mon site, en fait, j'ai mis ce Adeline Chetaille, un truc comme ça. Adeline-Chetaille, je crois. Il y a mon CV, et dans mon CV, j'ai vraiment laissé que les rôles principaux. Un peu marquants, ceux qui font vendre, entre guillemets. Voilà. Alors, il y en a que j'ai gardé, même si les gens connaissent pas forcément, parce que c'est des rôles marquants pour moi. Ouais. Et des rôles principaux, surtout. Et puis j'ai laissé aussi voilà ce que le public connaît, aime, voilà, c'est sur lesquels cool. Ils peuvent s'identifier et se dire OK, trouver c'est tout de suite, voilà, okay, parce que sinon et du coup on l'aura compris, tu as fait beaucoup de voix. En même temps, tu l'as dit, ça fait 30 ans que tu es comédienne. Ça. Tout est relatif. Tu as commencé à 7 ans. Le doublage, donc avec, on le disait, Bambi. Avant ça, je pense que comment on arrive aussitôt dans ce métier un peu artistique, je pense. En fait, je pense que c'est aussi grâce aux parents pour la plupart du temps. Toi, tu avais notamment un papa qui était conteur. Oui, c'est ça. Et c'est pas mal ça, parce que je pense que dans les gens qui écoutent, il y a beaucoup de gens qui aiment raconter des histoires, sur un médium qui est différent puisque c'est souvent celui du manga, mais ton papa écrivait ses propres pièces, et t'as été une des actrices de cette pièce. Oui, c'est vrai, c'était vraiment ce déclic-là. Alors après, tu parlais de Marie-Marguerite tout à l'heure. Je vais expliquer quand même, parce que c'est un peu bizarre sinon comme ça. Dès que j'ai su parler, dès que j'ai su m'exprimer, j'ai raconté des histoires et je me suis fait des scénarios. Et je faisais un peu du spectacle. Après, peut-être aussi parce que mon père faisait du spectacle et automatiquement, voilà. On aime bien copier les parents. Copier un petit peu tout de suite, je sais pas. Mais j'avais ça vraiment en moi, à tel point que je me faisais des gros délires. J'ai été fille unique jusqu'à l'âge de mes 7 ans, puisqu'après j'ai eu des petites sœurs. Ok. Et jusqu'à l'âge de mes 7 ans, sachant que j'ai pas non plus été scolarisée, puisque mes parents préféraient m'apprendre à la maison, ils étaient contre la méthode d'enseignement à ce moment-là, sur la méthode d'écriture, voilà. Donc j'étais vraiment, je vivais vraiment dans ma tête, et parfois je passais des journées, des semaines à être dans un rôle. Et ouais, il y avait Marie-Marguerite, et c'était un de mes rôles. J'avais demandé à ma maman de m'appeler Marie-Marguerite, et j'étais dans mon rôle de Marie-Marguerite. Elle était comment, Marie-Marguerite ? Alors, je me souviens pas trop. En fait, c'était une espèce de crossover, parce que j'avais été très impressionnée. Alors, mes parents n'étaient pas croyants en soi, mais on avait une immense bibliothèque. C'était des personnes très cultivées. Et j'étais tombée sur un très joli livre qui parlait de Marie, Jésus et Joseph. Ok. Et ils avaient des petites auréoles en doré, je me rappelle, tu vois, c'était vraiment, il y avait du relief et tout, c'était très très beau. Et j'avais été hyper impressionnée par cette femme qui était Marie. Et donc c'était mon modèle, et je voulais être Marie, voilà. Donc j'avais pas du tout de sous-entendu religieux, de choses comme ça, mais j'ai trouvé génial. C'est une image qui te plaisait. Ça me plaisait. Donc à un moment donné, ma mère ouvre la porte de ma chambre, elle me voit, j'étais agenouillée devant mon lit, comme ça en prière, et mais Adeline, qu'est-ce que tu fais? Et moi je disais, chut maman, je prie, je suis Marie. Voilà. Voilà, tout allait bien. Heureusement. T'en as des souvenirs de ça, ou c'est tes parents qui t'ont raconté? Moitié. Moitié. Mais je me rappelle parce que j'avais je m'habillais d'une certaine manière aussi, voilà. Et puis Marie est devenue Marie-Marguerite parce que je trouvais Marie un peu peut-être trop ennuyeuse. Trop, voilà, dans le rôle de la femme, la mère de Jésus, là, c'est bon. J'avais envie de sortir de ça. Et j'avais envie d'être un peu plus une fille de la campagne. Donc c'est Marguerite. Vrai, ça fait presque Heidi, je trouve. Oui, tu vois, un peu dans l'esprit. J'écoutais des petites chansons, j'écoutais pas des chansons, non, j'écoutais des contes. J'avais des cassettes et tout, et il y avait Heidi. Donc j'ai dû faire un truc, dans ma tête. Stylé. Ouais. Donc ça commence par là. J'étais complètement folle. Ouais, c'est ça. C'était ton école à toi? C'était ça, c'était ma Je veux dire ton école de théâtre, pas école. C'est ça, ouais, je partais en délire, à tel point, je me rappelle très bien, à un moment, je jouais dans mon jardin, et j'étais en pleine, j'étais une personne qui était enfermée, parce qu'on avait un poulailler, et donc j'étais enfermée dans le poulailler par des méchants, et j'appelais mon sauveur, et j'étais là genre, Johnny, sauve-moi, au secours, et tout. Et mon voisin a accouru, et il croyait que j'avais un problème, donc j'ai eu la honte. T'étais coincée par une barrière de ça dans un poulailler. Ouais, c'est ça, mais voilà. Okay. Et donc ça, c'est mon enfance. Ok. Normal.
absolument classique. Et oui, mon papa faisait des spectacles, il créait des spectacles pour enfants. Et à un moment donné, il a eu envie de faire une pièce de théâtre. Il avait vu à quel point j'aimais jouer, voilà. Et il m'a proposé qu'on fasse cette pièce de théâtre ensemble, qui s'appelait Le Voyage fantastique de Monsieur Cropp, où en fait c'était un monsieur qui avait un peu perdu toute foi en l'humanité, qui était un peu triste, un peu SDF, voilà, et une petite fille qui le ramasse quelque part et puis qui lui donne qui espoir. l'emmène, qui lui donne espoir. Et cette petite fille est en fait une extraterrestre. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Et à la fin, je partais en soucoupe volante et je sortais de scène comme ça en Hyper soucoupe stylé. volante. Ouais. T'as gardé des bons souvenirs? Ouais, j'ai adoré. Ouais. J'adorais. Et donc j'ai eu envie après avoir fait cette pièce de théâtre pendant quelques mois. On a joué à Paris au Théâtre Trévise et puis on a fait une tournée aussi. Et j'avais envie de continuer. Et mon père, lui, il était un peu fatigué du théâtre. Il avait envie de repartir sur ses spectacles. Ouais. Ça tournait à lui. Parce que ça tournait à lui. Il le faisait dans parce que toi, tu viens de la campagne de Dijon, si on le fait assez global. C'est ça. Il le faisait dans cet endroit-là? Non, partout en France. Partout. Ah oui. En fait, il était appelé par des écoles, par exemple, ou toute autre structure pour faire des spectacles pour enfants. Donc il traversait la France pour faire les spectacles pour enfants. Et ma mère avait fait tous les décors. Ma mère était artiste peintre et elle avait créé les décors. Et là aujourd'hui, toi tu te retrouves un peu à faire le studio de Sora. Ouais, la boucle est bouclée finalement. C'est hyper drôle. Hyper stylé. Ouais. Et tu partais un peu avec lui ou j'ai été à quelques fois, ouais. Je connaissais ses spectacles. Sinon voilà. tu restais j'étais à la avec, maison, enfant normal, quand même, ouais, avec maman et tout. Et puis, après, j'ai commencé les studios. Bien rythmé déjà. Ouais. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. C'est déjà atypique. Et bon, après, on va arriver sur les studios, bien sûr. Toi, aujourd'hui, si plus tard, t'as un enfant, tu ferais quoi niveau. Tu penses le mettre à l'école? Tu penses lui apprendre? C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question parce que j'en ai parlé sur l'interview de Zach Nani justement et j'en avais pas parlé depuis très longtemps. C'est vrai que moi j'ai pas été scolarisée, donc j'ai pas du tout, même pas mis les pieds dans une salle de classe. La seule fois où j'étais dans une salle de classe, c'est justement parce que j'accompagnais mon père sur un spectacle et que voilà j'ai été. C'était pas une bonne expérience. Oui, c'est ce que tu expliquais. Voilà, j'ai pas trop aimé les enfants. Et aujourd'hui, du coup, toi, tu le verrais comment? Je pense que je suivrais un cursus normal. Enfin, je ferais suivre à mes enfants un cursus normal. Je pense pas les déscolariser, mais je choisirais une école. Je pense, je serais assez sélective. Oui, voilà. c'est ça. Et après, ça dépend de l'enfant. Si mon enfant est malheureux, bien sûr. Et si tant est que j'ai un enfant un jour, si ça se passe pas bien et si je peux envisager d'autres solutions pour qu'il se sente bien. Je sais que voilà, on entend beaucoup parler de harcèlement, on entend beaucoup parler de plein de choses. Et pour moi, ce serait impossible de laisser mon enfant souffrir. Donc, je comprends. Donc j'envisagerais n'importe quelle solution pour qu'il soit bien. Et si ça veut dire le retirer d'un cursus classique ou de la scolarité, ça me dérange pas. Eh ben c'est incroyable. Je pense que t'es la première personne que je rencontre qui a fait école à la maison. Et je trouve ça hyper stylé. Moi, c'est un truc que je me suis toujours dit. J'aurais bien aimé, tu vois. Ouais. Je pense. Après, j'étais pas un bully ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, mais ça comporte certains risques. Moi, ça m'a tout à fait convenu puisque j'avais donc ce monde intérieur hyper riche. J'étais une enfant sociable aussi, donc j'étais pas reclus chez moi. Oui, je sortais. Tu expliques, t'allais à la piscine, à la bibliothèque. Je faisais voilà, donc j'ai eu des amis, puis il y a eu Internet qui est arrivé aussi, donc j'ai fait des rencontres aussi de cette manière-là sur plus des tard. Blogs, Mais ouais, complètement, qui ont débouché sur des amitiés de plus de 20 ans, voilà, donc des vraies amitiés et des gens que je connais dans la vraie vie aujourd'hui. Mais tout dépend des personnes. Et puis je suis assez studieuse. Je suis une personne qui aime. J'ai beaucoup. T'as l'air lu. assez carré, ouais. Ouais, je suis assez carrée. Pour te donner un exemple, là, Maxime, il est en train d'essayer de passer son code de la route. Ouais. Il n'a pas ouvert le code de la route. Il y va un peu en mode, voilà. Moi, j'avais ouvert le code de la route. J'avais déjà tout lu plusieurs fois et j'avais retenu déjà par cœur plein de trucs. Voilà. Ouais, c'est ça. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu Hermione Granger. Moi. Et il y a aussi, je pense que ça joue au fait, tu le disais, mais tes parents étaient des gens très cultivés, etc. Et forcément, je pense que quand t'es petite, t'as forcément ces réflexes de mimétisme et du coup voir des livres, ça appelle Oui, j'avais accès à la culture. Ouais, c'est j'avais accès, voilà, et j'adorais. Je lisais jusqu'à minuit, 2 heures du mat. C'est quoi ton livre un peu on a tous un livre qu'on lisait beaucoup quand on était petit?
Alors j'avais pas un livre que je lisais en boucle, mais j'avais beaucoup la collection des chairs de poule. Je lisais les chairs bien de sûr, poule. les chairs de poule, ouais. Mais après, j'ai lu tout Agatha Christie, tout Sherlock Holmes, j'adorais. Enfin voilà, j'avais des monomaniaqueries de rayons. En fait, je commençais un rayon, je commençais une collection et je faisais tout le rayon de la bibliothèque. Ok, voilà. Ouais. Hyper stylé. Et on arrive pour avancer quand même parce que oui, sinon parce que on va... là, vraiment, je raconte toute ma vie. Non, mais parce que c'est pas du tout intéressant en fait. Bah, moi, je pense que c'est intéressant parce que, je sais pas, ce qu'on fait quand on est jeune, je pense que ça influe beaucoup sur comment on est quand on est plus grand. Et du coup, c'est important de poser un personnage, de poser une personnalité peut-être d'enfant pour voir comment elle se développe. Donc, je trouve que c'est assez cool. J'enregistrais pas mal de choses. J'avais des copines avec qui j'étais correspondante et notamment une ou même deux avec qui on se faisait c'est l'ancêtre des voice. On s'enregistrait sur cassette, on s'enregistrait nos petites histoires et on se racontait nos vies et on s'envoyait des petites cassettes comme ça. Voilà, donc c'était vraiment les voice d'aujourd'hui, quoi, tu vois, mais en plus long. Genre cassette magnéto avec le tournevis. Ok, incroyable. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler de ça. Ah si, on faisait ça et je m'enregistrais, pareil, j'avais un petit magnéto et tout et je lisais mes BD Tintin. Tintin, j'ai beaucoup lu. Ouais. Et je faisais tous les personnages, je faisais le Capitaine Haddock, je faisais tout ça, je faisais parfois du bruitage. Donc quand le Capitaine Haddock se servait un verre, j'avais un petit un petit truc, je fais glou 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 et tout. et voilà, et je pense que je me suis entraînée au doublage un peu comme ça. Ok, et ça nous amène à donc pour faire un peu plus rapide, mais tes premiers doublages à l'âge de 7 ans, donc tu le dis, tu fais le fameux cours Forest court, ça ce qui est resté dans les mémoires pendant longtemps, et qui l'est toujours, je pense. Moi, typiquement, quand j'ai expliqué à mes parents que je venais de voir aujourd'hui, je leur dis, Zelda, ils sont en mode, ok, je vois à peu près, je leur dis cours Forest, ils étaient en mode, ah, ok, stylé. Ouais, ça parle à cette génération, bien sûr. Et à 12 ans, vers 98, je pense, tu déménages sur Paris. Oui. C'est ouf ça. Ouais. Je veux dire, avant, tu faisais donc que des allers-retours. Je faisais l'aller-retour. En fait, on était à 1 heure de TGV. Ah ouais. De la gare de Lyon, ouais. Ok. C'est une ligne, Paris-Dijon, c'est une ligne en fait qui est assez rapide. Il y avait plein de gens qui allaient travailler à Paris et tout, donc c'était super pratique. Mais quand je ratais le TGV, c'était le TER, et ça durait 2h30. Ou alors en voiture, c'était aussi 2h30. Donc on faisait beaucoup d'allers-retours. Si j'étais sur un film sur plusieurs jours, il fallait dormir à Paris à l'hôtel. C'était contraignant quand même. Et c'est vrai que quand, en fait, mes parents se sont séparés tout simplement, et mon père est venu vivre en région parisienne. Donc je suis venue vivre avec lui pour pouvoir travailler. C'est ouf ça. Et à côté, tu maintenais quand même une scolarité. C'est plus tard que tu as... Oui, c'est ça. Jusqu'à 17 ans à peu près. Moi, j'ai arrêté juste avant le bac en fait. Parce que, on l'expliquera, mais à 17 ans, tu avais déjà fait ta petite place, tu commençais à connaître des gens et tu travaillais déjà beaucoup. Donc à 12 ans, tu déménages à Paris. Et là, est-ce que pour toi, ça prend une autre dimension ? Tu sens que, est-ce qu'à cet âge-là, tu arrives déjà à te dire... ok, on passe un peu à la vitesse supérieure ou t'es trop jeune pour te... Tu faisais ça encore pour le... J'avais pas ces réflexions-là, mais oui, j'ai plus travaillé, bien sûr, en étant dispo. En plus, l'avantage, c'est que comme j'étais pas scolarisée, j'étais pas obligée de travailler que le mercredi ou que le samedi. Donc j'allais en studio, je pouvais aller au studio, j'étais disponible, quoi. Je pouvais aller en studio tous les jours. Je pouvais y aller en RER, voilà, en métro. Donc c'était bien. Je crois que vers 13-14 ans, j'ai commencé à aller travailler toute seule. Et oui, je faisais plus de séries, de choses comme ça qui demandaient à être présent très régulièrement sur les studios à Paris. Mais à ce moment-là, je tournais encore aussi. Tu faisais encore du théâtre, Alors, je faisais pas de théâtre, j'ai fait vraiment qu'avec mon père le théâtre. Et ensuite, j'avais mon agence de casting et je fais quelques tournages. C'est ça. Et ça s'est arrêté, j'ai arrêté les castings et tout ça vers 16 ans à peu près. Mais j'ai jamais réfléchi en termes de plan de carrière. Ou de là je suis en train de réussir. Ça s'est fait hyper naturellement. C'est ça. J'avais pas de plan. J'avais que tiens, on te propose un rôle, vas-y, c'est sympa. J'avais une conscience professionnelle que mon père m'avait inculquée. Ce que tu expliquais, oui, et qui a même joué en ta défaveur dans le cinéma. Pas forcément en défaveur, mais c'est vrai que j'étais très sérieuse toujours, voilà, et je voulais faire les choses très très bien. En fait, j'ai jamais décidé de devenir comédienne, vraiment. J'ai décidé par contre de continuer. Il y a des moments où j'aurais pu dire non, je préfère rester vivre avec maman, j'ai envie d'aller à l'école, j'ai envie de faire autre chose. Mais ça te faisait voilà. Ça t'aimais ça? J'aimais ça, ouais. J'aimais vraiment ça et je me voyais pas. Non,
chaque fois que la question m'était posée, parce qu'on me posait la question, je disais genre non, j'aime ce que je fais, j'ai envie de continuer comme ça, quoi. C'est fou. C'est fou parce que tu sais, quand t'es petit, quand tu fais un truc que t'aimes bien, je sais pas, t'es trop enjoué et tout. Et toi, en fait, c'était déjà un métier, tu vois. Ouais. C'est ouf. Moi, je trouve que c'est dire genre. Mais je compare ça un peu comme un enfant de la balle, en fait, comme dans une famille de cirque ou des choses comme ça. En fait, tu t'apprends tout petit et puis à partir du moment où t'aimes tout ça, tu l'aimes toute ta vie et tu t'es pas posé la question. J'ai vraiment skippé ce passage de la vie où tu te demandes ce que tu vas faire, ce que vivent beaucoup de gens. Et tu l'as eu plus tard ? Non. Tu l'as jamais eu ? Non. C'est ouf. Non. Moi, je trouve c'est fascinant. Alors après, j'ai découvert des choses que j'aimais bien faire. J'ai découvert que j'aimais bien l'événementiel, j'ai découvert que j'aimais bien le management, j'ai découvert que j'aimais bien la production, que j'aimais bien les voyages aussi. Tu vois, j'aurais pu organiser des voyages ou être client mystère. Alors ça, voilà. mais ça n'a jamais été suffisamment fort pour me dire, ok, en fait, j'ai envie de changer complètement de carrière. Ouais, ça, il n'y a rien qui était assez fort pour te dire, je mets le doublage c'est que côté. des plans B. Ok. Si jamais on est remplacé par des IA et que le doublage, ça fonctionne plus, je sais quoi faire. Voilà, j'ai fait autre chose. Donc, à 16 ans, tu le dis, t'arrêtes de jouer dans des séries, etc., pour tes raisons. Enfin, c'est très bien expliqué dans le podcast avec Zach. Moi, il y a une autre passage de ta vie que je voulais aborder avant d'arriver sur les doublages que j'ai beaucoup aimés, mais bref, c'est à un moment donné, tu as décidé de freiner quand même. Parce que tu étais passé, quand tu étais plus petite, c'était, tu disais 3 à 4 par semaine, tu étais passé à 3 à 4 par jour. Il y a un moment donné, tu t'es quand même dit, c'est trop ? L'année dernière. C'était l'année dernière ? Ouais, il y a un an. Ok, quand j'ai regardé ton tournage, je me suis dit, ça devait être vers 2013 ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Non, j'ai jamais... En fait, ce qui est vraiment particulier, et ça, je vais le remettre, même si je l'ai déjà dit ailleurs, je vais le remettre un peu en exergue, parce que c'est important de le comprendre. Le doublage, c'est différent, vraiment, des carrières d'acteurs, ce genre de choses. Il n'y a pas de choix de carrière en soi. On reçoit pas les scénarios en avance, on décide pas. Sûr. Alors évidemment, quand tu démarres ce métier, c'est exactement comme tous les autres métiers de cet ordre-là, donc le chant, la danse, l'actorat. Tu vas faire des pubs, on te propose des choses et toi tu prends parce qu'il faut que tu taffes. Donc parfois tu fais des trucs un peu à la con que t'as pas spécialement envie de faire. Des bruits d'ambiance, des pubs. Oui, des voilà. trucs, tu fais des cachets, ce qu'on appelle des cachets. Ouais. Donc quand on démarre en tant qu'artiste, on est un peu obligé, ou même dessinateur, je sais pas. On est un peu obligé de se plier à ce qu'on nous propose, quoi. Donc on fait un peu tout. Si on arrive à un certain stade où on devient un peu connu, logiquement là on commence un peu à sélectionner tout ça. En parce doublage, que tu peux c'est pas pas dire oui à forcément tout. le cas. Okay. En doublage, c'est très rare d'avoir ce côté là j'ai envie de choisir mes rôles, j'ai envie de travailler que sur tel type de projet ou que avec tel type de personne. Il y en a, hein, ça existe dans mon métier, mais ils sont vraiment genre 10 sur le nombre entier de comédiens. Nous, on est toujours content qu'on nous appelle, on est toujours content de bosser, on refuse jamais de travailler. C'est ce que moi ça m'avait. C'est une question qui avait été posée ça donc à la Japan Touch de 2000 l'année dernière. Ok. Qui avait été posée, donc il y avait une table de comédiens de doublage justement avec Glenn, Christophe Espel, etc. Il y avait eu cette question qui avait été posée. Est-ce que vous refusez des doublages ? À l'unanimité, tous, jamais. Non. C'est ouf. Donc là, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est assez rare et c'est dangereux. Mais j'en avais vraiment besoin. Ouais. Mais c'est vrai que de manière générale, tant qu'on a du temps dans notre emploi du temps et même parfois quand on n'a pas de temps, ce qui pose parfois problème parce que tu dis oui et puis au bout d'un moment tu te retrouves à courir partout, d'être stressé parce que tu vas être en retard. Et puis ça stresse surtout les gens qui font les plannings. Bien sûr. C'est horrible pour eux. Donc ouais, c'est vraiment à ce moment-là. Mais avant ça, non, j'avais jamais envisagé. C'est incroyable. Même j'ai toujours décalé mes vacances. J'ai toujours pris le risque. J'ai toujours eu ce côté, là, je vais partir 15 jours. Je sais que je perds du travail. J'ai toujours perdu du travail à ce moment-là. Mais ça fait partie de... Voilà. Ouais, parce que même si tu as ce fameux truc de faire, il faut faire, je sais plus ce que tu disais, mais 34 cachets, quelque chose comme ça sur les 10 mois pour avoir c'est 40, l'équivalent 40 et quelques. Ouais, 407 heures de 407 doublage. Heures pour être intermittent du spectacle. Exactement. Ouais. Même si tu as ça, c'est vrai que tu as aussi ce côté où si je suis moins présent, si je dis non, on va retenir que je suis une personne qui n'est pas forcément disponible et du coup on va moins ça peut vexer les gens. Exactement. Ça peut dire non à un DA ou une DA
c'est prendre le risque de vexer la personne, qu'elle se dise ok, ou alors juste qu'elle te catalogue dans à trop de boulot, ce sera trop chiant de la booker, next, voilà. C'est aussi prendre le risque quand t'es... Alors là, je reviens un peu plus en début de carrière, pas forcément pour moi, mais c'est ce que j'ai observé. Parce que, comme je te disais, moi, je réfléchissais pas dans ces termes-là et je m'en suis toujours un peu... voilà, il y avait du travail qui arrivait parce que j'ai eu de la chance, j'ai commencé très jeune et on me connaissait. Et comme j'ai toujours continué à travailler assez régulièrement, on me voyait. Et quand tu croises les gens, quand ils te voient, ils pensent à toi. Et c'est très difficile de démarrer dans ce milieu-là à cause de ça, parce qu'il faut se faire voir, se faire connaître, pour un contact, trouver des contacts et ensuite avoir fait suffisamment bonne impression pour qu'on te rappelle. Pour que la personne te rappelle quand elle va pouvoir penser à toi. Parce que tu peux avoir envie de travailler avec quelqu'un et pas lui trouver drôle pendant des années. Bien sûr. Parce que tu trouves rien qui correspond, selon toi, à l'énergie de la personne ou à ce qu'elle peut faire. Donc là où c'est très très compliqué dans ce milieu-là, c'est de trouver une façon d'exister aux yeux de des personnes qui font les castings. Et plus t'existes aux yeux de beaucoup de monde, plus t'as de chance. Plus on te voit, plus tu travailles. Et du coup, t'as la pression du non, non ? Enfin, la pression du oui plutôt. De dire oui, je suis dispo, ou parce que c'est un peu ça aussi, non, qui t'a... Ce qui s'est passé quand moi j'ai commencé à refuser, de toute façon j'ai tout refusé l'année dernière. Parce que tu vois, ce que t'as pu vivre, ça s'applique au doublage, mais je pense que ça s'applique aussi à beaucoup de métiers où t'es sollicité. Ça s'appelle un burn-out. Voilà, donc, tout simplement, ça voilà. s'applique à la vie. Sauf qu'on est dans un métier, on peut pas dire je ne vais pas bien, je suis en arrêt de travail et je reviendrai dans 3 mois quand ça ira mieux. Ou dans 1 an, parfois. C'est comme les indépendants, enfin, peut-être que ça n'a rien à voir. Exactement, mais... si, ouais. Tu vois, genre un plombier peut-être ou quoi que ce soit, s'il n'est pas dispo pendant 1 an, bon, tu dis, bon, il n'a pas de travail et il n'a pas d'argent. Ouais, c'est ça. Donc c'est ces risques-là, en effet. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai expliqué à chaque fois que je refusais, j'ai expliqué pourquoi. Et j'ai dit, voilà, là, je sature, j'ai trop travaillé, je suis très fatiguée psychologiquement. Les gens savaient aussi parce que j'ai eu un drame dans ma vie à ce moment-là. Donc, les gens ont été très compréhensifs. Tout le monde a été très compréhensif. Et puis, bon, j'ai réouvert un petit peu le planning et j'ai pu prendre des choses. Mais ce qui a été compliqué au début, c'est que je disais non, je suis pas dispo, j'osais pas forcément dire pourquoi. Donc je disais je suis pas dispo et on voulait me trouver des solutions. On voulait absolument, tu vois, on me disait mais bon alors tel jour et voilà c'est ça. Et là du coup t'es bloqué parce que t'as pas dit depuis le début non en fait là je fais une pause. Alors je faisais pas vraiment de pause, je continuais tous mes projets donc je travaillais toujours. Mais je prenais rien de nouveau. Je prenais rien de plus. Pour essayer de calmer les choses parce qu'effectivement 3 à 4 studios par jour 6 jours sur 7 plus les conventions parce que j'étais invitée en convention aussi, c'est un sujet qu'on abordera. C'est un autre sujet voilà mais je me suis rendu compte que parfois je faisais vraiment du 15 jours non-stop et c'est un métier alors qui est pas fatigant en soi parce que évidemment on n'est pas à l'usine, on n'est pas éboueur, on n'est pas toute proportion gardée mais émotionnellement c'est drainant. Tu dois te servir de tes émotions, tu dois te servir de ta concentration aussi, puisqu'il faut lire un texte, en même temps regarder l'image, ton cerveau reçoit plein d'informations. Il faut être très alerte. Il faut être vraiment sur le coup. Et ce qui s'est passé aussi, troisième petite chose importante, c'est qu'il y a eu le Covid et qu'une fois qu'on a pu recommencer à travailler, il a fallu travailler très fort. Il a fallu vraiment rattraper tout ce qui avait été en retard et on travaillait plus comme auparavant. En équipe. C'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure parce que j'en avais déjà rapidement parlé avec Glenn et ça m'intéressait de voir comment toi tu voyais les choses. Ça forçait, en tout cas là, ça a forcé à rester en studio, à vraiment parler et avoir 0 pause. Et puis t'étais tout le long du rôle. Et puis donc, je faisais des journées où je parlais vraiment 8 heures de ma journée, je n'arrêtais pas de parler. C'est ça, et c'est pas juste parler. Enfin, c'est interprété. Voilà, c'est ça. C'est que peut-être, faut mettre de l'émotion. Tu l'as dit dans l'interview de Zach, mais il y a des fois, le fait de prêter tes émotions à une voix, ça t'affecte aussi. Et le fait d'être toute seule, entre guillemets, dans le studio, c'est différent. Tu le disais aussi avec Zach. Mais être en équipe, des fois, c'est aussi passer un bon moment. Tu le disais avec le Undo Stress argentin, là, où ça rigolait beaucoup, tout ça. Mais on y reviendra juste après. En 2003.
En 2003, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que tu peux deviner la question si je te dis en 2003 ou c'est un peu dur? Ah oui, c'est dur. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé en 2003. Il y a Kiki, la petite sorcière. J'y pensais, mais je pensais que c'était plus tard. Non, on a fait un gros saut là, tu trouves? Non, pas du tout. Ok. Tout va bien. Oui, Kiki la petite sorcière, oui. T'es validé par Miyazaki. Alors, c'est sur Nausicaa. Ah, c'est sur Nausicaa. En fait, j'ai commencé. Parce que Nausicaa est sorti plus tard, je crois. Exactement. Okay. En fait, j'ai été castée pour Kiki la petite sorcière, donc en 2003, tu l'as dit, donc j'avais 17 ans. Et je crois 3 ans plus tard, on me demande de passer le casting sur Nausicaa. Et Nausicaa était vraiment un film très important pour Miyazaki. C'était un film de 85, je crois. Il voulait absolument avoir, je sais pas, il aime la France. Et il avait besoin de savoir qui serait la voix de Nausicaa. Et c'est vrai que j'ai été validée par lui à ce moment-là. Tu dois être contente. Ah ouais, un honneur suprême. Ouais. Ça, il y en a beaucoup des genres de petites validations comme ça qui t'ont fait plaisir ou d'autres anecdotes un peu similaires. Ouais, il y a alors je raconte souvent cette anecdote de Vanessa Hudgens qui a fait passer un petit mot pour dire qu'elle aimait bien sa voix française puisqu'elle avait assisté à une avant-première en français et elle m'avait entendue. Et déjà, je trouve ça génial parce que de base, moi, je serais tellement choquée d'entendre ma voix, enfin tu vois, de me voir parler parfaitement une autre langue avec une autre voix. Je sais pas si j'aurais pensé à avoir, ce petit mot. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Ouais, il y a une validation que j'adore. C'est pour Zelda. L'équipe Nintendo l'équipe Nintendo France a regardé certains souvenirs dans Zelda Breath of the Wild, notamment un souvenir très marquant où c'était important pour moi que les gens pleurent. Je voulais faire pleurer tout le monde. Et on m'a dit, Nintendo, ils ont regardé tous ensemble. Je sais pas combien il y avait de personnes, mais j'imagine qu'il y avait pas mal de personnes. Voilà, l'équipe. Et ils ont tous pleuré. Et là, pour moi, c'est une très belle validation. Incroyable. Et justement, jouer des films ou des jeux où il y a de l'animation, comme par exemple les Ghibli, fort en émotion, tu vois. C'est, très, comment on appelle ça, contemplatif, beaucoup dans l'émotion, des belles histoires, enfin c'est connu mondialement. Est-ce que c'est quand tu vas pour des tournages comme ça et que tu comprends parce que tu le sais pas là, forcément à l'avance que tu vas tourner ce genre de choses, t'as quand même ce petit truc de dire ok stylé, alors que quand t'arrives sur un tournage et que c'est une pub, t'as peut-être moins de, tu vois, genre d'engouement ou je sais pas. Il y a forcément quelque chose qui se passe, mais c'est compliqué. Comment répondre, par quel bout commencer par répondre à cette question? Ouais, question un peu bizarre. Non, pas du tout, c'est pas toi. Ah non, pas du tout. C'est moi qui ai du mal à rassembler mes idées. Dans le sens où, à l'époque où j'ai fait Kiki, par exemple, je connaissais Miyazaki, mais j'étais pas fan en soi. Comme je peux l'être beaucoup plus maintenant. C'était moins populaire. C'était pas encore sorti. Oui, aussi. C'était moins populaire. C'est vrai que souvent, on sait pas ce qu'on va faire. Mais imaginons, demain, on me dit, tu vas faire la voix du personnage principal dans, je pense à ça parce que j'ai vu l'avant-première hier, Tortue Ninja. Je sais ce que ça implique. Et oui, t'es content. Bien sûr. Bon, voilà, c'est un truc vraiment cool. Après, je me mets pas forcément une pression différente. Ok. Je me mets aussi une pression quand je vais faire une pub. Bien sûr. Et j'ai envie d'impressionner les gens. Et j'ai envie de faire mon texte du premier coup et que tout le monde dise waouh, c'est super. En fait, j'ai toujours ce truc-là, ce besoin peut-être ou cette envie d'impressionner par mon professionnalisme ou le fait que je comprenne tout de suite ce qu'il faut faire, que je trouve tout de suite le bon ton, la bonne voix, voilà. Et c'est un défi qui est constamment renouvelé. Et voilà, la pression de faire quelque chose de connu, de populaire, ça se rajoute un petit peu en cerise sur le gâteau, on va dire. Mais sinon, pour moi, c'est pareil. Mais je trouve ça assez dingue, tu vois, parce qu'après 30 ans, enfin, je veux dire, quand tu fais un truc, genre, je sais pas, peut-être que l'exemple va être hyper mauvais et tu m'en excuses, mais imaginons, tu vois, t'es prof, t'arrives pour la première fois, tu rentres dans une classe, tu vois, t'es hyper enjoué, t'es hyper en mode, trop bien, je vais donner mon cours, tu vois, c'est hyper stylé, et t'arrives après 30 ans de carrière, tu vois, t'es fatigué, t'arrives dans la classe, t'es en mode, bon, il me saoule, enfin, tu vois un peu ce truc-là. En doublage, on n'a pas ça. Peut-être.
Parce que j'ai l'impression que tous les comédiens que je vois, ils me disent moi je veux faire ça jusqu'à mes 85 ans si je peux. Ouais. Après, tu vois, c'est aussi pour ça que j'avais fait un peu une pause parce que je commençais à être limite un peu aigrie. Il y avait, en fait, pas forcément sur ce que je faisais. J'avais déjà moins de plaisir de manière générale et je râlais beaucoup sur les conditions de travail. Tu vois, j'étais un peu genre machin. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit allez, faut ralentir un petit peu et garder ce plaisir-là, c'est hyper important. Mais je pense que quand tu fais un métier de passion, techniquement, t'es obligé d'avoir toujours ce truc, voilà. Et puis c'est jamais pareil. Alors tu prenais l'exemple du prof, mais tu vois, le prof, ses élèves, ils seront toujours différents et il peut se dire bon, allez, cette année, qui est-ce que je vais avoir ? C'est vrai. Tu formes une jeunesse, tu développes l'intellect de personnes, tu vas les découvrir aussi, tout le monde est un peu différent, machin. Donc, bien sûr. Il va toujours y avoir un truc. Je pense qu'à partir du moment où t'aimes ton métier, où t'as envie de transmettre quelque chose, tu vas avoir et que les choses sont différentes parce que quand tu vas toujours au même endroit avec les mêmes personnes, que tu fais toujours la même chose, évidemment c'est difficile d'avoir cette passion. Et ça par exemple, il me semble que sur Hogwarts Legacy c'est un tournage qui a duré hyper longtemps. Est-ce que tu avais ce sentiment là ou... J'ai beaucoup râlé. Ouais. J'ai beaucoup râlé sur Hogwarts. D'ailleurs, je crois que c'est juste après ça que j'ai fait OK, il faut voilà. Ouais. Alors c'est pas à cause d'Hogwarts. Non, bien sûr, non, on va pas. Mais tu l'as dit, il y a d'autres raisons, mais tu vois, j'en parlais avec Maxime et il me disait mais c'est dommage, c'est le rêve de ta vie et je te vois rentrer, t'es pas contente. Grosse fan de la saga Harry Potter? Oui. OK. Et c'était vraiment moi je voulais être Hermione Granger vraiment. Oui. Donc faire ce projet-là, pour moi, c'était vraiment un rêve. Alors, c'est vrai qu'on a eu des conditions de travail difficiles que je peux pas expliquer parce que etc. voilà, je n'ai pas le droit et puis bon, ça se fait pas. Mais vraiment, ça a été douloureux à certains moments. J'étais pas contente et je me suis dit c'est dommage parce que là, à ma place, il pourrait y avoir une nana qui arrive dans ce milieu-là et qui se dit putain, c'est génial. Mais peut-être parce que justement t'avais tellement d'attentes et tellement, tu vois, genre t'attendais ce truc-là, peut-être que ça fait aussi que t'avais des attentes plus hautes que... Ouais, et puis j'ai eu des enregistrements de jeux vidéo tellement parfaits, que là, avec des conditions de rêve. Mais là, forcément que c'est plus difficile puisque c'est un truc, il y a 1 milliard de possibilités. Oui, c'est ça. C'est des embranchements partout, voilà. Donc bien sûr que c'est plus compliqué qu'une histoire linéaire. Mais ouais, j'ai eu ce moment-là et d'ailleurs, c'était sur Twitter, je crois, à la période du Nouvel An. Je crois que c'est vraiment le 1er janvier, un truc comme ça. Je me baladais sur Twitter parce que j'avais la gueule de bois et que... Voilà. Évidemment. C'est normal. Et je suis tombée sur un tweet, je crois, d'une jeune comédienne qui commençait à faire du doublage et qui disait « Ouais, c'est super, je fais ça et tout. » Et j'ai eu un déclic. Et je me suis dit voilà, c'est comme ça que je dois voir les choses à nouveau. Et tant que j'aurais pas retrouvé cet œil-là, vraiment, je dois me reposer. Sortir la tête du guidon. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Et maintenant, ça va bien. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Du coup, t'as pu entamer la saison 4 de Wakfu? Oui. Ok, trop bien. J'ai vu Todd rapidement à la Japan. J'ai pu le rencontrer, j'étais très content de le rencontrer. Il a communiqué dessus, c'est pour ça que je dis oui. Oui, il a dit qu'on avait commencé les enregistrements. Ouais, c'est ça. Cette histoire, moi, elle m'intéresse beaucoup pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'adore Wakfu, je trouve que c'est incroyable. Moi aussi. Deuxième raison, pour le coup, là, c'est de la création originale, de la création de voix. Ta voix qui a été d'ailleurs... tu disais tout à l'heure avec Vanessa, oui, ça doit faire bizarre de voir sa tête parler une autre langue parfaitement. C'est pas ta tête, mais c'est sur ta voix qu'on s'est basé pour refaire dans d'autres langues parce que Wakfu a été adapté. Ouais, dis-toi que j'ai pas écouté encore. Ok. Il faudrait que je fasse l'expérience. Bah ouais, carrément. Que je la fasse genre en vidéo, ça peut être rigolo. Ça fait... Je découvre ma voix en espagnol. Oui. Tu parles d'autres langues? Je parle très mal, je comprends très bien l'anglais, et voilà, japonais un petit peu, mais et pareil, je comprends vite fait l'espagnol, mais je suis pas du tout capable de parler. De faire, ok. Donc Wakfu, ça commence en 2008, pardon, ça remonte, c'est vrai. Tu es Amalia, moi je trouve c'est hyper stylé. Je sais que tu t'es pas trop aimé dans la première saison. Je m'en rendais pas compte, mais j'ai tout revu parce que la saison 4 donc, a été annoncée.
Puis ça faisait un moment qu'on n'avait pas... Enfin, la saison 3... C'était en 2017, un truc comme ça. Ouais, 2017, la fin de la saison 3. Ouais. On avait en plus enregistré d'une manière un peu différente de ce qu'on avait fait sur la saison 1 et 2. Donc j'avais assez peu de contexte et je voulais savoir, pour reprendre mon rôle correctement, en fait, je voulais tout revoir. Donc à ce moment-là, il y a à peine un an, j'ai revu toutes les saisons. Donc je me suis réécoutée en tant qu'Amalia. Et oui, j'ai eu du mal avec moi ce que j'ai fait parce que j'étais plus jeune et puis moins expérimentée. Attends, voilà, en 2008, ça te met... Ouais, T'avais 21, comme ouais, ça, ça. ouais, 22, je sais plus. Ouais, c'est incroyable. Et tu le disais, il y a eu 3 modes de fonctionnement différents pour les 3 saisons. On a testé plein de choses, ouais. Oui, parce qu'Ankama aussi, c'était un de leurs premiers gros... c'est le premier peut-être même gros animé. C'est le gros bébé de Todd. Ouais, ça. Ouais, il est exigeant. Vraiment. Oui. Il est exigeant, Todd. Oui, il est exigeant. Mais ça a l'air d'être quelqu'un, tu vois, tellement passionné bien exigeant, que... Voilà, exactement. En fait, ça me dérange pas du tout et parfois il s'excuse en plateau. Ça c'est déjà arrivé. Il a été là toute la saison 1 et 2. Je sais plus s'il a été là. Je sais que la 3, c'était pas lui parce que ça a été réalisé par quelqu'un d'autre et puis qu'il pouvait pas être là ou je sais pas quoi. Là, il est là. Ouais, moi, j'aime bien qu'il soit là. J'aime bien parce que il a sa vision. Il veut quelque chose, il est exigeant. Et il a le rôle de DA dans ces cas-là ou... Non, okay. il est réalisateur. Il est réalisateur. Il est réalisateur. Il y a quelqu'un d'autre qui réalise et qui est là aussi de temps en temps. Mais je pense que là, il est plus scénariste. Je sais pas. Je sais pas. Je dis je pense parce que oui, on n'en a pas discuté. Je sais pas quel est son rôle exactement sur dans la série à ce moment-là. Mais en tout cas, il est aux enregistrements et parfois il me disait désolé, je suis chiant, je te fais refaire et tout. J'ai dit mais non, mais vas-y, mais moi je demande que ça, j'adore. Puis toi, t'as aussi ce truc d'avoir enfin, tu le disais tout à l'heure, t'aimes bien faire d'une première fois quand c'est parfait la première fois. Je veux dire le premier essai, mais non, en fait, j'aime bien trouver le ton juste. Directement, allez, voilà, mais j'aime bien travailler ce truc. Oui. Parce que, alors parfois, la première phrase, le premier geste qu'on appelle, est la meilleure parce que c'est spontané, parce qu'il y a peut-être des choses un peu accidentelles qui arrivent et que, voilà, mais il y a toujours besoin de retravailler une petite intention, il y a toujours besoin de préciser quelque chose. Ton personnage, il bouge, il vit, il a un haussement de sourcil, un haussement d'épaule, un petit déséquilibre, un truc que t'as pas forcément vu du premier coup, c'est impossible. Et mon but ultime, c'est pas de trouver ça tout de suite. J'aime bien avoir une bonne base, en doublage en tout cas, et pouvoir travailler là-dessus avec justement la direction artistique, trouver plein de petites choses pour varier, pour améliorer et que ce soit le plus crédible possible. Ouais. Et qu'ils exploitent aussi tes capacités. Mais oui. Ouais, ok. Bah non, parce que sinon, oui... je te dis ça, c'était plus, je pensais à la pub, tu vois, à la pub, j'aime bien trouver un peu tout de suite. Mais après, c'est hyper codifié, la pub. Donc, mais ça change, il y a des pubs maintenant un peu moins codifiées et dans des tons plus naturels aussi. En fait, j'ai envie d'arrêter de faire du doublage avec le ton de doublage. Ouais. Je sais pas si tu vois. Est-ce que tu peux nous faire un exemple, un ton de doublage? Tu sais, c'est les trucs genre oh non, je n'aurais jamais cru que tu ferais ça, Brandon. Ah, c'est ça, parfait. c'est le ton de doublage, tu vois. Bon, je suis en salon avec ma sœur à Noël, là. Là, en plus, c'est le mauvais, tu vois. Mais on a une façon de parler, puisqu'on s'est un peu américanisé aussi dans notre jeu. Et puis, il y a un peu ce syndrome, je sais pas si tu connais, c'est peut-être un truc que j'ai inventé, j'en sais rien, mais le syndrome du serveur parisien. Tu vois, genre, tu te comportes parce que les gens de ton métier se comportent comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Parce que du coup, en doublage, t'as aussi un peu ce truc-là. Genre, t'as une manière de faire, et du coup, tu rentres dans les codes. Ouais, une espèce de musicalité. Ouais, c'est ça. Qu'on se crée. Répète à tort presque. C'est ça. Et moi, cette musicalité, je l'ai acquise. Et maintenant, j'ai envie d'en m'en défaire. C'est ça, tu maîtrises, après tu casses. Ouais. Un peu comme les grands artistes. Bah, c'est ça. Waouh, je sais pas pour qui je me prends. Mais là, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est vraiment retrouver le naturel, retrouver la spontanéité et sortir d'un truc où... Enfin, vraiment, vivre son texte, en fait, vivre ses émotions pour de vrai. Et je reprends l'exemple des Ninja Tortues, bien sûr, des Tortues Ninja que j'ai vues hier. Ça a été un peu, il y a eu une controverse
Je viens de l'apprendre parce que j'ai tweeté que j'avais bien aimé la VF, mais il y a plein de mes collègues qui étaient pas contents parce qu'il y a énormément de star talent dans ce doublage. Ok. Alors star talent, pour ceux qui connaissent pas, c'est par exemple des chanteurs, des personnes qui sont pas du métier de doublage, qui vont venir faire du doublage et mettre en avant voilà leur truc. Alors et ben là j'ai trouvé que c'était bien. Le star talent, c'est pas les personnages principaux, c'est plein de personnages, mais énormément, plein de personnages autour, mais et ben je trouve que ça apporte une certaine fraîcheur, c'est bien fait. On n'entend pas que c'est du star talent ou que c'est peut-être un peu plus neutre, un peu plus en dessous dans le jeu, dans l'énergie. C'est super, ça a été bien dirigé et je trouve que là, oui, ça apporte quelque chose. Ouais. Ça nous emmène dans des codes qu'on connaît, de pop culture, de gens qu'on voit, je sais pas, tu vois, le ton un peu TikTok, le ton un peu, enfin je sais pas, on retrouve certaines choses sans que ce soit mal joué. Donc c'est super. Et du coup, c'est un truc qui te donne aussi des idées pour la suite, pour l'évolution. Okay. Ouais. Je veux devenir star talent. Tu veux devenir star talent. Donc d'abord star. D'abord star et après talent. Le talent, on l'a déjà un petit peu, techniquement. Ok, si on revient rapidement sur Wakfu. Oui, Wakfu, c'est aussi... Non, mais t'inquiète, je dérive complètement. Tu sais que j'ai eu des épisodes, j'aurais pu les appeler divaguer, tu vois, parce qu'il y a... mais c'est normal. Sur Wakfu, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première grosse série, grosse animation d'Ankama. T'as tourné à Roubaix ? Dans les locaux à Roubaix alors, on a enregistré 2-3 fois des trucs. On a enregistré parfois les voix témoins, surtout là-bas. Ok. Mais la plupart, je dirais vraiment la grande majorité des enregistrements se sont faits à Paris. Ok. Gros casting, hein ? Ouais. J'ai regardé, parce que bien sûr, il y a certaines voix que je connaissais. Par exemple, il y a toi ou sur la voix de Adamaï qui est par Dorothée Pousseau, exactement. Donc, qui fait aussi la voix de Margot Robbie. Elle est très connue pour ça, je pense. Elle est très connue, Dorothée. Mais il y en a d'autres, par exemple, Cabroc le Corbeau Noir dans la saison 1 qui est doublé par Richard Darbois. Enfin, c'est incroyable pour... Enfin, moi, quand j'ai regardé le casting, je me dis, ah ouais, déjà la saison 1, ça envoyait. Le directeur artistique de l'époque, Thomas Guittard, qui fait aussi la voix de Triste Pain. Ouais, c'est ça. Lui, à la base, ce qui est intéressant, c'est que c'était un fan de manga. Et il avait monté une asso dans laquelle il y avait Fanny Bloch et Geneviève Doranc, qui n'étaient pas à ce moment-là comédiennes. Et ils ont commencé à faire du doublage, du fan dub. Ok. Et à s'entraîner comme ça. Et ils sont devenus pros finalement. Un peu comme Maxime que j'ai pu avoir. Exactement. Voilà. C'est un peu le même cursus. L'envie, et le fait d'être fan et l'envie de faire des bonnes VF de manga les a amenés à devenir complètement professionnels en doublage. Et donc Thomas s'est vu confier cette tâche de faire le doublage de Wakfu. Et c'était vraiment au tout début, ça faisait, je pense, quelques années, mais c'était assez récent, ce côté professionnel qu'il pouvait avoir. Et je crois que c'était vraiment un kiff pour lui d'amener des grands monsieur comme Richard Darbois ou je sais plus qui avait fait Le Grand Shenmue aussi. Non, moi j'étais pas connue. Hein. Bah oui, t'avais 21 ans. Non, j'étais pas, enfin j'étais dans le doublage, tu vois, mais j'étais pas comme aussi connue qu'aujourd'hui en tout cas. Mais d'ailleurs, je crois que la première fois que j'avais entendu ta voix, c'était sur une vidéo qui sortait d'une Ankama convention où vous aviez été sur scène. Et j'étais c'est marrant, tu vois. Ouais. Non, mais hyper stylé. Et du coup, là, maintenant, ça fait 15 ans quand même déjà, Wakfu. T'aimes bien, toi, à titre personnel, la série ? Enfin, c'est une série... Ouais, elle est incroyable. J'adore. Alors, dans la première saison, je suis moins fan des épisodes, tu vois, un peu genre le bouffe ball, voilà. La Chris Lacrasse, mais c'est incroyable. Inintéressant pour moi. Voilà. C'est mon avis personnel, après. Pour moi. Moi, j'aime bien quand ça commence à partir dans quelque chose qui se suit. Etc. Voilà, j'ai adoré les OAV. J'ai adoré les OAV que j'ai découvert parce que j'avais enregistré quelques trucs, mais j'avais rien compris. Donc, où justement récemment. Amalia est promise au duc de glace ou je sais plus comment ça s'appelle, Frost. Donc voilà. Et j'ai en revoyant tout là récemment, j'adore vraiment cette série. Et j'adore ce que ça devient. J'ai très envie de voir ce qui va arriver. Incroyable. On continue à avancer dans l'histoire. Dans l'histoire. Adeline Chetaille. On dit Chetaille ou Chetaille ? Chetaille. Mais beaucoup de gens disent Chetaille. Et en vrai, c'est logique. Donc moi, tant que c'est moi, voilà. Bon. Tu dis ce que tu veux.
On l'a un petit peu abordé, mais t'as un métier qui a beaucoup évolué. Bon, tu l'as dit dans l'interview de Zach, donc je répète pour faire rapidement. Quand t'étais plus petite, on me disait presque ne dis pas que tu fais du doublage quand t'allais sur des castings, enfin de la non, alors quand on me disait de la synchro. De la synchro. Ça s'appelait la synchro à l'époque. Et oui, je devais pas le dire. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression, et peut-être que c'est aussi un truc de post-Covid ou quoi que ce soit, mais que c'est un métier qui a hyper évolué aux yeux des gens. Et une énorme hype, ouais. Il y a une hype de malade. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment après Covid ou déjà avant il y avait une... Non, ça avait commencé. Ça avait commencé avant. Ouais. Okay. Ça fait vraiment, je pense, ça fait 10 ans que ça évolue. Et là, sur ces 2-3 dernières années, est-ce que c'était... Je sais pas si c'est un peu avant le Covid ou si c'est vraiment pendant. Tous ces trucs de dédicaces et tout ça. Ouais, ça a fait exploser avec l'arrivée de TikTok aussi, tout simplement. Des comédiens qui ont pris un petit peu, qui sont montrés à l'image et qui ont montré ce qu'ils faisaient, qui ont montré leur talent. Et ouais, ça a bien percé, ouais. Et est-ce que à titre personnel, t'as senti que ton métier il changeait? Enfin, je sais que tu disais par exemple, moi j'aimais bien, j'allais dans des endroits, je savais que tout le monde d'une manière ou d'une autre m'avait entendu, mais personne ne pouvait me connaître. Maintenant, ça change? Oui, maintenant, alors pour les jeunes qui se lancent dans ce milieu-là, et quand je vais en studio, j'ai de temps en temps des personnes qui viennent me voir en fait. Vous êtes Adeline Chotaille, moi aussi, je fais ce métier, machin, des choses comme ça. Ou des gens qui me viennent même me voir dans la rue ou qui me reconnaissent comme ça de manière random. Ça m'était jamais arrivé avant. Ou au Stade de France. Ouais, voilà, au Stade de France. Ça, c'est aussi parce que mon mec m'a exposé sur YouTube, donc forcément ça aide. Mais même avant ça, avant qu'il me montre, avant qu'il parle de moi, ça avait déjà commencé. Je recevais pas mal de messages aussi, de plus en plus de messages dans mes messageries, que ce soit Facebook. Je vais plus du tout sur Facebook, mais je recevais énormément. Maintenant sur Insta. Sur Insta, voilà, j'avais beaucoup de personnes qui me parlaient de mes rôles, qui me parlaient, qui me posaient des questions ou qui m'envoyaient juste un petit mot en me disant, c'est super, continue comme ça. Voilà, c'est sympa. Et par rapport à l'évolution du métier, bon, ça tu l'expliques aussi dans le podcast de Zach, mais toute la grille tarifaire elle est fixe, donc ça toi il y a pas d'évolution, il y a une convention collective. Les seuls moments où je gagne plus d'argent, c'est quand je travaille plus. Oui, c'est ça, c'est un métier vraiment, plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent. Voilà. Je crois qu'il y a une petite hausse en 2023, je crois j'avais vu ça dans la convention collective. Oui, alors là il y a eu une augmentation de 14%. Mais pour faire face au coût de la vie, ça n'avait pas bougé depuis... ouais, c'est ça, depuis 2014. Ouais. Donc, c'est pas mal. Mais à côté de ça, tu fais autre chose. Donc, bon, maintenant, tu fais du doublage, ça, on le sait. Tu fais aussi des conventions. Ouais. Est-ce que je sais pas, t'es aussi un peu suivi sur les réseaux maintenant, notamment avec l'exposition dont t'as parlé, mais même avant. T'es invité sur les conventions parce que t'es comédienne de doublage ou parce que t'es un peu connue sur les réseaux ou un peu des deux? Un peu des deux et voire beaucoup des deux parce que ça intéresse forcément les organisateurs de voir que tu as un public. Ouais. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que les gens se déplacent et soient contents de voir quelqu'un. Donc forcément, plus tu as de followers, plus tu as une visibilité et plus leur convention va être visible aussi. Donc c'est ce qui les intéresse, c'est logique. Ouais. Ça a énormément évolué même par rapport à ça. Donc déjà, j'ai beaucoup plus de propositions de conventions. Et puis quand j'y vais, il y a énormément de monde qui vient me voir. Là, c'est un peu... À la Japan, c'était la folie? C'était un peu la folie, ouais. Un peu trop? Mais à la Japan, c'était par ticket. Oui, c'est ça, c'était un tirage au sort. Ouais, c'est ça. Exactement. C'était un peu horrible, mais d'un autre côté, sinon, je m'en sortais jamais. Bien sûr. Et il y avait plein de gens qui attendaient sur le côté dans l'espoir que et tout. Donc, ça a totalement évolué. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je faisais des conventions, j'étais assise dans un petit coin. Ils m'avaient même pas mis d'affiche ou quoi que ce soit. C'était quand ta première convention? J'ai commencé avec Wakfu en 2010. À la Gare Saint-Sauveur à Lille ou quelque chose comme ça? Non, on avait fait Est-ce qu'on avait fait Paris Manga? Je crois qu'on avait fait un Paris Manga. Okay. Et on avait fait un truc à Lille aussi. Okay. Alors là, c'était cool parce qu'on était vraiment dans le stand Ankama, présentés en tant que les voix d'eux, machin. Mais c'est vrai que les gens qui m'invitaient à des conventions avant ne réfléchissaient pas au fait que personne connaissait mon visage et qu'il fallait mettre une affiche, genre
La voix de... Ouais, voilà. Et donc, quand il le faisait pas, je pouvais vraiment rester 3 quarts d'heure comme ça dans un coin. Avec ton téléphone à attendre... Bah ouais, à attendre que quelqu'un vienne me voir. Donc là, et là, si je reste Là, on parle 5 de minutes... quelle année? 2015, 2016, ça arrivait. Et c'était quoi un peu ces conventions? C'était quoi les conventions un peu? Oh là, je sais plus. T'en fais beaucoup. Ah ouais. Je mélange tout en plus. Parce que, et les gens me demandent à chaque fois, ouais, vous aimez bien telle ville, mais j'ai pas vu ta ville en fait, parce que je suis arrivée par le train vendredi soir, j'ai été bouffer au resto, je suis allée à l'hôtel, j'ai dormi, puis maintenant je suis dans la convention et j'y reste toute la journée. C'est ça, et je repars ce soir, le dimanche. Je vais au resto, je vais à l'hôtel, Exactement. et pareil, tu vois, donc je vois les hôtels Ibis. Incroyable. Et du coup là, les hôtels, le transport, etc. sont pris en charge par les conventions, et les conventions vous filent aussi un ticket normalement bien pour... sûr. Ok. Ouais. Tu sais ce qui m'a fait beaucoup rire sur du coup l'épisode dernier qui est sorti de la saison 1 avec le chef Otaku, c'est que lui, pendant longtemps, il a été en convention et il savait pas que en fait les autres personnes étaient payées pour y être. Oh le pauvre. Et du coup, lui, il y allait. Kratos. Ouais. Oh non. Et personne lui a dit. Bah, ils s'en est rendu compte plus pas. tard, forcément. Ah ouais. Mais bon, après lui, je pense qu'il maintenant il a l'expérience, tout ça, mais au début c'était un peu ça pour lui. Ouais. Après, c'est un peu différent, je pense, quand t'es youtubeur et tout, parce que tu fais grandir ta communauté aussi par ce biais-là. Ah ouais. Je pense. Alors, tu gagnes pas 1 milliard de followers en étant ou d'abonnés, pardon, en étant à une convention, mais je pense que tu fidélises. Tu les engages. Voilà, tu engages un petit peu ta communauté. En tant que doubleur, c'est pas quelque chose qui nous intéresse à la base. Ouais, maintenant, oui, et d'ailleurs, pour moi, ça a évolué puisque là, je viens d'ouvrir mon auto-entreprise pour justement pouvoir faire des contrats d'influenceuse, entre guillemets. Je dis mais vraiment entre guillemets parce que je vais pas vendre des masques pour la peau et des choses comme ça. Dommage, j'allais les acheter. Tant pis. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des partenariats avec des licences de jeux vidéo, ce genre de choses. Voilà, ce pourquoi on me suit aussi. Exactement. Donc ça m'intéresse. Donc je bascule un petit peu de ce côté-là aussi. Enfin, je pense que je basculerai jamais totalement, mais j'aurai un équilibre avec ce côté, dans l'influence. Et ça m'intéresse d'un point de vue professionnel parce que alors, je vais pas avoir plus de rôles ou des rôles plus intéressants, des choses comme ça, parce que je suis connue. Mais je vais pouvoir dire, bah écoutez, moi j'ai envie de travailler comme ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Aller un peu plus sur le voice talent. Aller un peu plus sur le voice talent. Ouais. Mais justement, ça c'est. C'était pas une blague. Je veux devenir voice talent. En fait, je veux qu'un jour, tu sois traité comme. Pas forcément moi. Mais que les. Mais tu vois, je reviens à Tortue Ninja. On nous a fait un speech avant le film en disant il y a du star talent dans ce film avec un tel, une telle. Les principaux ne sont pas des stars, mais des comédiens de doublage. Alors ils sont jeunes, donc il y en a certains qui débutent entre guillemets depuis quelque temps ou quoi. Mais j'aurais aimé justement. Qu'on les cite. Alors déjà oui, qu'on donne leur nom, c'est vrai que c'est un peu voilà, et ça arrive petit à petit. Mais je me suis dit, j'ai eu un rêve à ce moment-là quand il a dit ça. Je me suis dit, peut-être un jour, il dira, oui, on a du star talent. C'est Donald Renew, c'est Dorothée Pousseau, c'est Kelly Maro. Mais tu sais que là, tu devances ma question. Tu devances une de mes questions de ouf parce que ma question, c'était justement avec cet engouement qu'il y a justement pour les comédiens de doublage, le fait que vous soyez de plus en plus visibles, de plus en plus suivis, est-ce qu'il n'y a pas un jour où vos noms seront mis en avant pour vendre? Tu vois ce que je veux dire? J'espère, c'est mon but. Ouais. C'est vraiment mon but parce que comme ça ancre en fait le fait que c'est notre métier, qu'on le fait bien et qu'on est connu pour ça. Et ça cristallise un peu ce statut finalement, de passer aussi de ce côté-là et de pouvoir faire vendre. Ce serait trop bien. Mais ce serait incroyable. Parce que à partir du moment où on fait ça, on va avoir à cœur une qualité. Et je pense que moi c'est l'arrière-plan de toutes mes pensées quoi. Ok, c'est le plan à la qualité. Incroyable. Mais tu vois ça fait un peu une boucle peut-être, mais ou une redite, mais ça revient à ce que tu disais avec aussi le fait que TikTok tout ça. Je veux dire, il y a des personnes qui commencent dans le doublage parce qu'ils sont connus aussi. Enfin, je veux dire. Là, comme ça, d'exemple, je vais prendre Maxime parce qu'il y a que ça qui me vient en tête. Il y a Jessie aussi. Voilà, ils sont connus d'abord pour leur travail sur les réseaux, donc pour ce que eux font,
et après ils sont devenus... Et peut-être que ça va être aussi une pierre qui va construire un peu cette maison de... Mais on peut s'entraîner avec des bandes rythmo trouvées sur TikTok, sur YouTube. On peut faire plein de choses. Moi, j'ai rien contre. Et je trouve ça même super. Et je pense qu'on a besoin de fraîcheur. Parce que on protège beaucoup notre métier. Et on a raison. On a peur que n'importe qui puisse faire ça, n'importe comment. Mais c'est toujours bien d'avoir de la fraîcheur. Bien sûr. Ce que je te disais, là, moi j'ai envie justement de casser le ton de doublage, le truc un peu trop formaté, un peu trop... Le fait d'entendre toujours peut-être les mêmes... Voilà, mais oui, bien sûr. Glenn le disait, hein, mais quand ça va bien pour toi, ça va bien dans le doublage. Tu vas être appelé tout le temps, du coup on va t'entendre partout, etc. Alors qu'il y a des petits comédiens, et tu l'as aussi dit avec Zach Nani, ils vont jamais être appelés. Et du coup, toi, tu vas te retrouver être appelé pour des bruits d'ambiance, enfin des voix d'ambiance. Alors que ça, on aurait pu très bien le donner à un comédien qui commence qui a besoin de se faire un nom, qui a besoin de se cacher, etc. Bien sûr. Après, toujours faut-il qu'il y ait suffisamment de travail à proposer. Exactement. Là, on est un peu en perte de vitesse en ce moment parce que y a une grève de scénaristes qui dure depuis un petit moment, donc ça va commencer à nous impacter. Grève de scénaristes à Hollywood, forcément, il y a plein de séries, plein de choses, voilà. Il y a cette peur de l'IA qui est très présente. Et qui est fondée, je pense, pour pas mal de choses. Donc ça, on peut complètement se battre là-dessus, mais il faut accepter que ce métier doive être ouvert et qu'on laisse sa chance aussi aux personnes. Il y a un peu ce discours-là et je le comprends et en même temps, je me dis, c'est dommage, il y a ce discours de « Ouais, mais moi, je fais du doublage depuis 10 ans, je m'en sors déjà pas très bien, j'ai du mal à me faire connaître, machin. » C'est qu'il y a quelque chose qui a pas fonctionné. Alors, je veux pas... c'est horrible de dire ça parce que c'est... voilà, c'est très dur, mais si ça fait 10 ans que t'essayes et que t'as pas dépassé justement ce stade de tout petit rôle, de machin qu'on te rappelle jamais et tout, c'est que soit t'as pas réussi à faire la bonne impression, soit il y a quelque chose dans ta façon de travailler qui a à revoir et peut-être à améliorer. Il faut se remettre en question. Et moi, je le fais, mais tous les jours de ma vie, je me trouve pas forcément bonne sur tout ce que je fais. J'autocritique tout le temps et j'ai envie de faire mieux et j'ai envie de m'inspirer des personnes qui démarrent là et qui ont cette fraîcheur. Ouais, essayer de te renouveler et de pas... Mais ça, c'est que si tu fais toujours la même chose, il y a une genre de citation un peu comme ça, tu peux pas... T'auras toujours le même résultat. Exactement. Bien sûr. Du coup, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des choses à bouger. Et voilà, les fois, gens qui entrent là, ils apportent ça aussi, ils bousculent un peu ça et c'est très bien. Mais quand même, il faut passer par une étape essentielle, c'est l'apprentissage de la comédie via un cursus un peu classique, puisqu'on va vous demander ça, forcément. Même si vous avez énormément de talent, mais si vous avez fait que vos vidéos sur TikTok, on va avoir envie que vous disiez j'ai fait tant d'années de théâtre ou machin, même si ça veut, on est d'accord, strictement rien dire, puisque pareil, il y a des gens qui ont fait du théâtre depuis 10 ans, 15 ans et qui sont pas bons comédiens. Ça ne veut rien dire. C'est un peu comme certains diplômes, tu vois, il y a des gens qui sont très doués dans la gestion des réseaux et tout, il y a des gens qui vont être diplômés d'un master de stratégie digitale, je sais pas quoi, ils savent pas bien le faire, tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est un bien peu... Bien sûr. Il y a un peu cette équivalence. Mais voilà, ça fait partie des petites clés à C'est ça, quand tu l'as sur le CV, il faut l'avoir. Okay. C'est pour ça que ce soit Maxime, que ce soit Victor, que ce soit Jessie, eux, ils sont venus, ou même, on en était à, sur les faire les écoles, voilà, ce qu'avaient fait Maxime, Victor, Jessie et d'autres, c'est-à-dire qu'ils se sont éclatés à faire soit des parodies, soit voilà des... Mais ils viennent d'école, hein. Maxime et Victor, ils viennent d'école. Ensuite, ils se sont professionnalisés en école. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, je crois qu'ils ont fait d'abord. En fait, ils ont fait une école de doublage, Maxime et Victor. Ouais. Ils sont rentrés là. Et après, ils ont fait une école de théâtre en parallèle de Retake au début. Ouais, mais moi, je parle vraiment de l'école de théâtre. Ok, ouais, c'est ça. Exactement. Du coup, si ça fait bizarre, c'est parce qu'il y a eu petite coupure de caméra, mais rien, pas de souci. Parce que ça fait trop longtemps que je parle. Vraiment, tu sais que c'est vraiment pas le plus long épisode pour l'instant. On a de la marge, t'inquiète. Ça va peut-être aussi nous permettre d'avancer un peu dans les questions que j'avais préparées. On a parlé de beaucoup de sujets. On a cité plusieurs fois Glenn, et je vais le reciter une nouvelle fois parce qu'on va parler du tournage de Space Family. Lui joue Lloyd. Ouais. Toi, tu joues Yor. Oui. C'est un tournage qui s'est fait donc pour Crunchyroll à Lille, si je dis pas de bêtises. Complètement.
Et vous étiez, c'est aussi avant Covid, seul dans les... Ouais, on enregistre chacun de notre côté. Et cette expérience, tu l'as, enfin, on l'a déjà un peu abordé, mais est-ce que tu penses qu'un jour on retrouvera ce côté où vous êtes plusieurs dans les studios à enregistrer tous ensemble, ou parce que c'est plus productif, etc., d'en avoir un par un? Ça dépend des œuvres en elles-mêmes, des personnes qui décident de ça. Ça revient dans certains endroits pour certains projets, d'autres non. Crunchyroll, je pense que c'est ancré un petit peu dans leur manière de faire, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une piste séparée pour chaque personnage. Je sais pas si à un moment donné on enregistrera ensemble, sachant que ça demande beaucoup de temps. Là, on va à Lille, donc peut-être que c'est pas extrêmement avantageux de rester 2 jours tous. Bien comme sûr. on faisait parfois en studio, on faut enregistrait tous les épisodes. Voilà. Et puis ça veut dire nous perdre pas mal de temps à attendre que les autres aient fini, machin. Mais en vrai, j'aimerais bien. Moi, j'aurais bien aimé faire mes scènes avec mes copains, ouais. Parce que beau casting sur Spice Family quand même. Ouais. Johan Sauveur, Glenn, il y a Lila Lacombe, bien sûr. Qui est, je crois que vous êtes très amis toutes les deux. Oui, on est assez proches. Ouais. Je sais pas, vous partiez en vacances ensemble à un moment donné, si je dis pas de bêtises. Là, cette année, on s'est un petit peu moins vus, malheureusement. On s'est un petit peu perdu de vue. Mais ouais, très, très cool. Et j'en profite. Alors, j'essaie toujours avec les invités d'avoir une question un peu quelqu'un extérieur qui les connaît. Pour ça, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai demandé à certaines personnes, mais j'ai pas forcément eu de réponse ou pas forcément, eu de bonnes choses. Mais Glenn m'a dit quand même, de bonnes choses, je veux dire, ils m'ont dit, non mais par contre, j'ai demandé à Maxime, il m'a dit, là, comme ça, il y a rien qui me vient, tu vois, des choses comme ça. Une petite question, une anecdote. Okay. Du coup, j'ai juste demandé à Glenn, et il te pose une question qui est toute simple. Ah, c'est rigolo. Ouais, vraiment toute simple. Est-ce que t'es pas triste de pas plus jouer avec lui? Ah si, bien sûr, voilà, je viens de le dire. Petite question, ouais, c'est ça. Tu répondais, du coup, je pensais... Ouais, j'aurais bien aimé qu'on fasse nos scènes ensemble, ouais. Hyper cool, Glenn. Ouais. Franchement, en amour, genre, sympa. Quand je l'ai... Franchement, le premier comédien que j'ai eu dans le podcast, et il m'a accueilli chez lui, hyper bienveillant, hyper gentil, très cool. Ouais, très sympa. Et donc tu joues Yor, qui est un personnage qui est hyper aimé. Je pense que quand ils sont tous aimés, hein. Ouais, Spy Family, ça marche très fort, ouais. Toi, ça t'arrivait déjà quand tu tournais à te dire ouais, ça va bien marcher. Je sais que c'est dur pour vous les comédiens je savais que ça marchait. Alors. Du coup, on repart sur Yor. Désolé, Aline, je m'excuse pour ces petites interruptions. Ça arrive. Yor, personnage donc très aimé. T'as été au Japon, il me semble. Oui, j'en ai vu partout. T'en as vu partout? Ouais, j'ai même acheté des stickers que j'ai mis sur ma valise. Ok. De Anya qui fait sa tête. Non, Anya qui fait sa tête genre un peu suspicieuse comme ça. Et il y a pas une anecdote comme quoi il y a quelqu'un qui a dit c'est la voix française de. Ah oui, pardon, j'avais oublié cette anecdote. Oui, en fait, on est allé dans un magasin de figurines. Ouais. Et il y avait plein de figurines de Spy Family et mon copain a dit aux japonais qui étaient qui étaient les vendeurs en fait de ce magasin que j'étais la voix de Yor. Et oui, ils étaient là, oh, wow, et tout machin. Ils se sont quasi roulés par terre. Ouais, c'était impressionnant, mais parce que là-bas aussi les seiyuu sont très connus. Ce sont des personnes vraiment super célèbres et qui s'appellent donc les seiyuu, c'est l'équivalent des doubleurs. Et c'était impressionnant de voir justement l'impact que ça avait. Incroyable. Et j'aimerais bien que ça arrive aussi en France comme eux. Ce serait ouf. Et ça m'amène à une petite question avant d'entamer les questions un peu de fin d'interview. Tu aimes voyager? J'adore voyager, ouais. C'est un truc un peu... Tu y arrives encore là? Alors, depuis 3 ans, pas ouf. Ouais. Mais si, on a eu quand même l'occasion de faire des beaux voyages. On est allé à Sainte-Lucie, à New York, et on retourne à Tokyo dans quelques jours. Donc ouais, ça. C'est les vacances d'été à Tokyo. Et je suis contente parce que j'ai passé ce virus à mon chéri et je lui ai passé le virus du voyage et d'aimer voilà. Il voyageait pas beaucoup lui de son côté. Ouais. Ah, c'est marrant. Donc on a fait beaucoup de voyages ensemble et maintenant il adore et il a fait même plus de voyages que moi du coup. Ok. Il est parti de son côté. Trop bien. C'est quoi ta destination? La destination que t'as... Là actuellement c'est Tokyo. Je suis obligée. Ouais, Tokyo en ce moment. Ouais.
C'est Tokyo à mort parce que le Japon déjà c'est incroyable et puis Tokyo c'est une ville aussi qui est vraiment particulière et qui est très agréable à vivre. Incroyable, c'est hyper stylé. Et ça, en fait, je te pose cette question parce que je voulais justement qu'on aille sur le sujet du Japon, tout ça. Je me trompe peut-être, mais avant, tu consommais peut-être un peu moins d'animés, tout ça, que maintenant. Ouais. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais tu es aussi la voix de Elisabeth dans Seven Listen, j'y pense, mais juste pour la petite promo. Oui. Hyper stylé. C'est quoi un peu tes... Enfin... T'as commencé quand à regarder un peu des animes un peu plus Alors moi, quand j'étais ado, 14-15, je lisais beaucoup de mangas. Donc je lisais Kenshin le Vagabond, je crois que c'était mon premier. Parce que j'avais un copain à l'époque qui lisait des mangas et comme ça j'avais commencé avec lui. Et puis après moi j'avais aussi aimé un petit peu... voilà, je lisais les Chobits, je lisais Lovina, je lisais One Piece et Bleach aussi. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans ma collection? Moi, j'avais vraiment une belle bibliothèque de mangas. Et j'avais commencé aussi à regarder quelques animés. Les films, d'ailleurs, Kenshin le Vagabond, qui sont super beaux. Et puis après, bon, ça m'était un peu passé. Voilà, j'avais fait autre chose. Depuis que je suis avec Maxime, donc depuis 4 ans, lui, c'est un fou d'animé, de Japon, de tout ça, donc il m'a un peu replongé. Ça se ressent un peu ici pour... Ça se ressent pas mal. Il m'a un petit peu replongé là-dedans et du coup on regarde pas mal d'animés, ouais. Trop bien. Là je viens de me rattraper de quasi tout Bleach. Ah ouais? Il y avait du boulot, 16 saisons. Mais tu sais que la dernière interview, je crois, qui est sortie, j'en ai fait quelques-unes à Japan Expo, c'est avec Dorian Coulant, qui est animateur sur Bleach, justement. Ah, génial. Ouais, hyper stylé. Ah, super. Bah, j'ai hâte de voir la dernière saison. Apparemment, c'est incroyable. Ah ouais. Après, moi, je suis très... dans mes goûts, je suis plus seinen maintenant. Et voilà, j'aime quand c'est un peu gore, j'aime quand c'est adulte, j'aime quand... Alors, pas forcément non plus extra adulte, tu vois. Non. Mais j'aime quand c'est un peu sérieux. Ouais. J'ai découvert l'Attaque des Titans. Évidemment, je suis tombée complètement red dingue de ce truc. Et voilà, donc après je suis pas fan de ouf, mais je consomme, je sais ce que ça représente pour beaucoup de gens. Et j'ai toujours regretté que les VF d'animés soient pas très bonnes. Je les trouve pas très bonnes de manière générale. J'ai une explication pour ça, c'est qu'on les fait très vite. Ouais. Donc forcément trop vite, bien sûr. Même parce que je sais qu'il y a 2 types d'enregistrement à ce niveau-là, quand il y a une saison qui sort d'un coup ou quand c'est un peu en fleuve où tu enregistres en simul-dub. Ça c'est récent. Là je te parle d'un temps. Voilà, je te parle des Bleach par exemple. Je suis incapable. Là, j'ai mis 3 secondes de VF. Je suis désolée pour les copains. Hein. Je les connais en plus, mais c'est pas possible. Ils ont fait ça sans écouter, voilà, ils ont fait ça trop rapidement. Ça s'entend. Et c'est hyper dommage. Mais aujourd'hui, il y a une amélioration. Par exemple, ce que fait Crunchyroll, moi, je trouve que il y a une amélioration. Je le ressens. En tout cas, sur Spy Family, qu'on traite vraiment comme un produit premium. On essaye, on a vraiment à cœur de faire ça bien. Je pense que ça peut encore s'améliorer. Et qu'est-ce qui va... peut-être une question de novice ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui va différencier une bonne condition d'enregistrement à une mauvaise? Alors déjà... De base, ça va être tout ce qui est préparation, donc traduction, adaptation. Ça, c'est déjà un premier truc super important. C'est les mots qu'on va dire, comment ils ont été tournés. Ouais. Bah, ouais. Non, mais je comprends. Tu vois, forcément. Donc, il y a cette étape-là qui va être importante. Ensuite, il va y avoir l'étape de qui va diriger. Et cette personne, comment elle va faire son casting, qui elle va appeler pour quelle voix. Et parfois, c'est pas forcément une question d'être talentueux ou pas. Il faut aussi que ta voix corresponde. Oui, ça. Surtout dans un monde où aujourd'hui on switch. On écoute la VO, on écoute la VF, on compare les deux. Donc c'est plus possible de faire une voix comme ça sur un mec qui parle comme ça. Tu vois, c'est... Ah, tu fais bien la voix de mec. Ouais. Merci. Mais voilà, tu peux pas les voix nasillardes un peu pétées, tu vois, qu'on a entendu trop de fois. Il y a quelques années, trop de fois. Maintenant, c'est plus permis, tu vois. Moi, ça me révolte. Sur la table. Non. Donc voilà. Et puis après, le casting, une fois en enregistrement. Donc ça, là, c'est les négociations qui ont été faites en amont de
quelle est votre enveloppe pour faire ce doublage. Ouais, bien sûr. Et cette enveloppe, elle va déterminer combien de temps on va passer en studio. Elle va déterminer combien de temps on va payer un ingé son, combien de temps on va passer sur le mixage, combien on va payer le studio et le temps de studio et le temps que le directeur ou la directrice artistique va passer à diriger. Et puis après, nous, on est toujours payé pareil puisque c'est en fonction de la convention collective. Donc moi, que je fasse 20 lignes en 12 heures ou 350 lignes, je serais payé le même a priori. Enfin, il y a des petites variations, mais je payais toujours à peu près la même chose. Ma ligne, ce qu'on appelle une ligne, c'est une phrase tout simplement. Et une fois qu'on aura toutes ces conditions réunies, il va aussi encore avoir cette direction artistique méga importante de quelqu'un qui va nous faire écouter la scène, nous faire enregistrer la scène et puis nous faire travailler sur certaines choses. Okay. Nous dire, tu vois là, t'as vu, ton personnage il a changé d'état en plein milieu de la phrase, il faut que tu suives. Là, elle est plus énervée, là, plus calme. Pense à son passé. Voilà, le temps aussi compte sur le temps qu'on va nous briefer sur nos personnages, dire voilà qu'est-ce qui s'est passé, quel est son caractère, etc. Non, il faut que ta façon de parler soit plus douce, il faut que ta façon de parler soit plus dure parce qu'il lui est arrivé ça. Tu vois, enfin, toutes ces choses-là prennent du temps. Bien sûr. Et c'est ces choses-là qui vont donner de la qualité. Je comprends. Et c'est ce sur quoi je milite et c'est ce que j'ai envie d'avoir et je sais que je ne pourrais pas l'avoir pour tout le monde parce que il y a des raisons financières qui font que parfois on est obligé de se plier à certaines choses, mais j'ai envie de freiner un petit peu avec ce côté premium, de dire on veut tel type de voix, donc on veut une personne un peu connue en doublage sur notre projet et on veut que notre projet soit bien. Pas parce qu'il y a cette voix-là, mais aussi parce qu'on va prendre le temps de faire les choses bien. Je comprends. Et ça fait une énorme différence. Et ça, tu vois, dans le sens où je pense que tu l'as remarqué aussi entre tes conventions que tu pouvais faire en 2015 et la Japan Expo de 2023, que ce soit l'affluence ou le nombre, enfin, tu vois, il y a beaucoup plus de personnes. C'est plus populaire. C'est beaucoup plus populaire. Tout l'animé, le manga. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui regardent. Ouais. S'il y a plus de gens qui regardent, il y a plus d'argent aussi. Il y a aussi, et du coup, il faut que la pression elle soit matchée avec l'argent que ça rapporte. Et du coup, je pense qu'on va quand même dans un sens où les animés vont se vouloir plus quali en termes de doublage. J'espère. Croise les doigts. J'ai très envie. Croise les doigts. Ouais. Hyper stylé. Je vais arriver. Il me reste quelques questions rapidement. Et s'y connaître en culture japonaise aussi. Ouais. Tu sens que ça fait une différence? Ah évidemment. Un directeur ou une directrice artistique, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai halluciné. On était en enregistrement. Anecdote. Et un personnage doit parler des kanji. Parce qu'il y a un truc de comment s'écrit, je sais pas quoi, et donc forcément on parle du japonais, on parle des kanji. Et l'auteur avait écrit sur la bande rythmo, parce qu'il écrit, ou l'autrice, je ne sais pas qui c'est, parce qu'on écrit parfois phonétiquement pour pas que les gens se plantent dans la prononciation de certains mots. Donc il avait écrit Kaneji. Et le directeur artistique, ne connaissant pas, ne savait pas. Oh là là là. Et donc moi j'ai vu ça passer, donc ça ne me concernait pas, ça concernait pas mon personnage. Moi j'étais en train d'enregistrer mon truc et j'ai fait attention, parce que si tu laisses passer ça, tu vas te faire arracher. Tu peux pas dire kanji. C'est fini. En fait, c'est fini. Et encore en 2023, en enregistrement d'un animé, on peut laisser passer ça. C'est intolérable. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Je dis non. Donc, le prends sur la table. Donc, ouais, c'est important d'avoir aussi, de connaître la culture japonaise, ne serait-ce que pour des ambiances. Par exemple, on est à un restaurant, enfin, une petite guinguette qui vend à bouffer. Les auteurs, pareil, gentiment écrivent des petites phrases pour que les gens qui sont en ambiance puissent avoir des idées, parce que sinon c'est très dur, c'est de l'impro complètement. Ouais. De dire oui, bonjour s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir je sais pas quoi. Et il avait marqué une pasta box. On ne peut pas. On dit un bento à la limite, tu vois, mais même dit des trucs super clichés, dit sushi, bento, je sais pas, mais tu peux pas mettre un jambon beurre et une pasta box. C'était littéralement ça. Incroyable. Alors, ou après, bon, on peut se dire c'est pour rigoler et on fait une adaptation. Et ouais, voilà. c'est ça. Mais perso,
si je suis un peu fan d'animé par procuration, du coup, j'ai envie, quand même en VF, d'avoir un bout de Japon. Bah J'ai oui. pas envie que ce soit complètement adapté à la française, quoi, tu vois. Oui, comme les anciens, ceux vraiment d'il y a longtemps, où même les noms étaient changés, etc. Voilà. Donc Oui, c'est fini dur. ce temps-là. C'est dur. Parce qu'on connaît, voilà, il faut apporter aussi des éléments de cette culture pour nous faire connaître et apprécier. Donc c'est important d'avoir ça, quoi. Carrément. Ok, super. On a notre deuxième caméra. Oh pardon, vas-y, refais. Chaque fois, je le fais au mauvais timing. C'est moi. Hyper cool. T'as 30 ans de carrière. Oui. De ce que tu nous as dit, moi je vois que t'es quelqu'un qui est toujours aussi motivé par ton travail et donc ça fait hyper plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un rôle cinéma. Aline. Un rôle cinéma. C'est ça? Oui. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu voudrais? Ouais, je fais pas beaucoup de cinéma. Et petit à petit, je suis plus dans le jeu vidéo, animation et tout, que j'adore. Mais j'aimerais bien revenir sur des rôles live cinéma, ouais. Mais ou animation au cinéma. Ok. Bon, je prends aussi. Ok. Et la partie direction artistique, c'est quelque chose qui t'a déjà intéressé ou Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas en animé, justement? C'est peut-être sympa. La dernière animé. Comme ça, je laisserai pas passer Kanoji. Non, au Kanoji. Non, au Kanoji. Incroyable. Et alors, ton père était conteur, il crée ses histoires. Est-ce que toi, t'as d'ailleurs, Sora a créé aussi sa BD. Est-ce que toi, de ton côté, t'as des envies de création d'histoire? Ou c'est quelque chose vraiment qu'elle t'a pas pensé Je fais un peu de scénarisation, entre guillemets, pour lui. Ouais. Parce que je travaille avec lui pour ses productions. Donc, alors c'est du divertissement, donc c'est pas vraiment scénarisé, mais c'est c'est plutôt la création de concepts, ce genre de choses. Ça, j'aime bien le faire avec lui. Mais écrire un scénario ou un truc comme ça, non. Ça ne fait plus partie des choses que j'ai envie de faire actuellement. Ok. Je l'ai fait et voilà, pas forcément pour des projets complètement aboutis, mais là non, voilà, je vais pas forcément. Et la direction artistique, c'est pareil, c'est peut-être, mais c'est pas ce qui te fait. Non. Ok, voilà. Je vois. Non, moi, continuer comme je suis, c'est très bien. Ok, c'est très bien. Ouais, et du coup, aujourd'hui, le quotidien d'Adeline, c'est du doublage, des conventions et de l'écriture, production. Et de la prod, ouais. Stylé. Ouais. Et les animaux. T'es heureuse comme ça? Oui, très heureuse, mais le temps passe très vite. J'ai un rythme qui est toujours chargé. Je me repose très peu et je vois pas le temps passer. Là, j'ai eu un rendez-vous ce matin et je me suis rendu compte que j'avais pas vu la personne depuis genre 1 an. Et j'ai pas du tout vu cette année passée. Donc j'ai envie de quand même plus prendre le temps, c'est important. Voir aussi un peu plus mes amis, parce que quand on travaille et puis voilà, c'est pareil, le temps file et ça passe vite. Donc attention à ça. Ça passe trop vite et donc voilà, je slow down. Voilà. Okay, merci. Je vais du coup te poser 2 questions classiques du podcast. Une recommandation de quelque chose qui consomme, ça peut être un livre, une série, un animé, quelque chose qui t'a marqué. C'est pas forcément récent, qui t'a marqué et tu te dis, ok, les auditeurs, vous devez le lire. Lire ou regarder? Regardez. Alors là. Je suis allée au cinéma, c'est pas les Tortues Ninja. Je suis allée au cinéma il y a pas très longtemps pour voir Spider-Man. Ouais, vraiment? Ouais. On est d'accord. Ouais, Across the Spider-Verse. Et j'ai fait un titre franglais. J'ai pété mon crâne. J'ai hurlé à la fin du film. J'avais envie de le revoir tout de suite. Ça ne m'était jamais arrivé dans une salle de cinéma. Et ça me fait hyper plaisir que tu dises ça parce que vraiment, j'ai eu la même chose. Ouais. J'ai vraiment, ce film, quand ça s'est fini, j'ai plus bougé. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. C'est une expérience un peu, tu vois, chelou. Parce que maintenant, quand j'y repense, je me dis, bon, ok, le film est cool, tu vois. Mais je sais que j'ai eu cette sensation et j'ai envie de le revoir pour voir si ça va me refaire la même chose. J'ai eu cette sensation en fait, j'étais scotchée à mon siège, j'étais complètement comme un enfant devant une télé, impressionnée. C'est ça, j'étais happée par le truc et il y a un moment en plus comme où il y a je vais pas spoil, mais il y a un moment où vraiment chaque image, j'étais là genre
waouh, waouh, Ouais, c'est ça, hein. waouh. C'était une baffe et je pense qu'il faut vivre ça. Ouais. Ouais. Je pense qu'il faut pas y aller avec les yeux fatigués. Mais parce que Ouais. ça va très vite, il faut quand même beaucoup Ouais, de choses. bah après c'est Mais hyper bien fait le rythme, c'est pas. Alors on s'en par prend contre, les pas yeux plein sont la tronche. hyper guidés. Ah ouais, Genre tes yeux, c'est Ah pas non, c'est génial. c'est très naturel. c'est génial. Non bah en vrai, je suis content que tu dises ça, Une je suis révélation hyper pour d'accord. moi, Je suis hyper vraiment un d'accord. truc. Et je trouve que le scénario est incroyablement bien mené, bien fait, bien rythmé. Ouais. C'est une leçon, C'est ça, parce que rythmiquement au niveau du Le scénario. film il est relativement long, enfin objectivement il est long. Il est long. Il y a des personnes qui, je sais, ont trouvé ça un peu long même en salle. Mhm. Moi bon. Bah, il y a eu un moment, en fait, où nous, on s'est dit, attends, je sens que c'est long et je sens aussi qu'on n'est pas Pas à la fin. À la fin. Ouais. Donc, je ne comprends pas si ça te fait un peu un décalage horaire. Mais non, faut le vivre. On attend avril 2024 là. Ah ouais. Incroyable. Ouais. Ok, bah super. Et du coup, la dernière question, et ce sera un peu le mot de la fin sûrement. Aline, est-ce que tu aurais un conseil? Ça peut être un conseil de vie, un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans le doublage, ou un conseil sur, je ne sais pas, sur ce que tu as envie de donner, sur les voyages peut-être. Non, bah écoute, ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit précédemment. J'ai peut-être devancé ta question, mais c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est prendre le temps des choses importantes. C'est important de travailler, c'est important de vivre de sa passion, bien évidemment, c'est important de se réaliser. Mais il y a aussi des choses très importantes et parfois on passe à côté. La famille, les amis, les liens, tout simplement, et il faut garder ça. Donc voilà, c'est un peu mon conseil. Et même professionnellement, ça peut aider n'importe qui. Je trouve que c'est très important de créer du lien. Parce que moi, j'ai eu ça, j'en avais déjà parlé. J'étais très sérieuse, je voulais montrer mes performances professionnelles. Mais du coup, je me suis un peu fermée à l'échange humain. Ouais. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie de vous fréquenter. Selon même si vous avez un talent moindre que quelqu'un d'autre, parce que vous êtes sympa, parce que vous êtes solaire. Le savoir-être. Le savoir-être, voilà. Et donc c'est important aussi de s'intéresser aux autres, en fait, tout simplement, et de prendre le temps de connaître les autres, de passer du temps avec. Donc c'est mon conseil que j'essaie d'appliquer pour moi et que du coup je vous conseille aussi parce que je pense que c'est pas un mauvais conseil. En mode compagnie du tofu. Incroyable. Trop bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit cervelle de Yop pour la fin? Je sais que c'est une voix que t'as du mal à faire. Oh, cervelle de Yop! Ça suffit maintenant! J'en ai marre de ce podcast. Allez, c'est un J'ai super raté mot de la sortie, fin. C'est parfait. Merci beaucoup, Adeline. Merci, Charles.